À quelques jours de la nouvelle rentrée scolaire, les résultats catastrophiques des examens pour l'année scolaire 2023-2024 suscitent des interrogations et soulèvent toujours des préoccupations pour le système éducatif togolais. Beaucoup d'observateurs estiment que le nouveau système APC, qui est en cours depuis quelques années, a rabaissé le niveau des apprenants du cours primaire jusqu'en terminale. D'autres ont évoqué le côté des réseaux sociaux comme TikTok avec des lives qui n'ont ni tête ni queue. Conscient de cela, le ministre des Enseignements primaires et secondaires, Komla Dodji Kukuruko, annonce d'importantes réformes dès la rentrée 2024-2025. Selon le ministre, les rapports que les élèves entretiennent avec les réseaux sociaux paraissent inacceptables et les parents ont un rôle crucial à jouer dans ce domaine. Du côté du gouvernement, l'autorité annonce réfléchir sérieusement sur la place du téléphone portable et plus particulièrement des réseaux sociaux dans le système éducatif. Pour rappel, les résultats des examens nationaux pour l'année 2023-2024 ont montré un recul par rapport à l'année précédente. Au niveau du CEPD, le taux de réussite est passé de 97% l'année dernière à 77% cette année. Le plus grand recul est enregistré au niveau du BEPC, 44% en 2024 contre 81% en 2023. Le bac 1 sort avec un taux de réussite de 71% cette année contre 80% l'année dernière et le bac 2 à 46% en 2024 contre 79% en 2023. Le Togo bénéficie d'un projet de planification spatiale marine. Ce projet consiste à lutter contre la dégradation de l'espace maritime dont dispose le pays à travers un meilleur usage de cet atout et d'autres mécanismes. Cette planification marine a ciblé d'autres pays autres que le Togo. Dans les faits, il s'agira de pouvoir développer jusqu'en 2027 des processus de réparation des espaces marins dont dispose le pays, mais également de pouvoir, sur une longue durée, faire une utilisation non abusive des ressources dont dispose l'écosystème marin togolais. Pour atteindre ces objectifs, le dit projet compte mettre l'accent sur la coopération réciproque entre les diverses frontières maritimes des pays qui en bénéficient et pallier l'exploitation anarchique des espaces marins. D'une part, cette initiative permettra de préserver les ressources maritimes du pays et d'autre part, de donner un coup de pouce à l'économie bleue et aussi améliorer de manière significative la production halieutique nationale qui est jusqu'alors insuffisante pour couvrir la demande. Notons que ce projet s'inscrit dans le cadre d'une initiative du Comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée, CPCO, avec l'appui de l'Union internationale de la conservation de la nature, UICN. À part le Togo, d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, à l'instar de la Côte d'Ivoire et le Ghana, bénéficient de ce projet de planification spatiale marine. De nouvelles coupures d'électricité annoncées. La compagnie Énergie électrique du Togo a récemment annoncé par voie de communiqué des travaux de maintenance sur les équipements de la centrale de Kekeli Efficient Power, une infrastructure clé pour la production énergétique du pays. Ces opérations se dérouleront du 1er septembre au 14 septembre 2024 et sont destinées à renforcer la fiabilité et l'efficacité du réseau électrique national. Cependant, elles pourraient entraîner des perturbations dans la fourniture d'électricité sur l'ensemble du territoire togolais. Les responsables de la CET ont insisté sur la nécessité de ces interventions pour garantir la longévité et le bon fonctionnement des équipements de la centrale. Malgré leur importance, ces décisions suscitent déjà des inquiétudes parmi la population et les acteurs économiques préoccupés par l'impact d'une coupure de 15 jours sur une économie déjà fragilisée par les précédentes interruptions fréquentes d'électricité. Bien que ces travaux soient essentiels pour la modernisation des infrastructures, la fréquence des coupures d'électricité devient une source croissante de frustration pour les Togolais. Récemment, la CET avait pourtant annoncé, le samedi 10 août, la fin de son plan de rationnement grâce à une amélioration de l'approvisionnement en électricité en provenance des fournisseurs extérieurs. Cette succession d'annonces interroge la population. Après les difficultés d'approvisionnement, la différence technique était la prochaine cause invoquée pour expliquer une nouvelle crise énergétique.
La réussite des initiatives entreprises pour stabiliser la situation énergétique au Togo dépendra largement de la capacité du pays à moderniser ses infrastructures et à assurer une gestion efficace des ressources énergétiques. Il fut l'année dernière l'une des têtes de proue de la grogne contre la hausse des tarifs de la data mobile. Le député Tiemoko Antoine Assalé était devenu le porte-parole de ce mouvement social à coups de boycott et de pétitions. C'était un soulagement pour tout le monde parce qu'on avait une sorte d'épée de Damoclès sur nos têtes avec la hantise qu'à tout moment la décision puisse être remise sur la table et que les tarifs que nous avons combattus soient réappliqués. Et donc là nous sommes soulagés de découvrir qu'effectivement le régulateur a renoncé définitivement à cette décision qui a provoqué beaucoup de palabres dans le pays. Car c'est l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, qui avait fait appliquer le prix plancher de l'Internet sur téléphone mobile, entraînant une augmentation des tarifs. L'objectif était de rééquilibrer le marché, car les opérateurs téléphoniques vendaient à perte. De plus en plus, de la population accède aux services. Donc la pénétration de l'Internet aujourd'hui est assez importante et donc les revenus générés par ce service-là permettent progressivement les opérateurs de revenir à l'équilibre. De sorte qu'il n'est plus justifié pour nous d'appliquer cette mesure qui était opportune en son temps. C'est parce que je parlais de régulation, les décisions ne sont pas appelées à perdurer, c'est pour ça que nous faisons des analyses régulières. Désormais, retour à la libre concurrence qui, selon la RTCI, devrait être bénéfique aux consommateurs. Mais les prix de la data mobile peuvent-ils réellement baisser ? Malheureusement, le coût de la data restera toujours cher parce qu'il y a des taxes qui sont mises par rapport aux opérateurs. Si on veut vraiment demander à l'opérateur de baisser, il faudrait qu'aussi l'État aussi soit pas qu'en nul, mais voir dans quelle mesure il diminue certaines taxes pour que ces opérateurs-là aussi puissent augmenter leurs offres pour nous, les consommateurs. Selon le site Cable, la Côte d'Ivoire est 110e dans le classement des pays établi selon le coût de la data mobile. Elle fait donc mieux que les autres pays francophones de la sous-région, mais moins bien que le Ghana ou le Nigeria. La nuit vient de tomber sur les quartiers PK5 et PK6 de Libreville, deux zones de la capitale réputées dangereuses, surtout en soirée. Mais depuis quelque temps, l'insécurité, les vols à la tire, agressions et autres délits ont diminué. Ce lampadaire nous fait du bien. Au PK6, on remercie le président de la transition. Nous avons mis les lampadaires. Il n'y a plus le braquage au PK6. On est tranquille, on est en paix, on est en sécurité. De la joie et de la sécurité grâce à des lampadaires géants installés à tous les principaux carrefours des grandes villes. Un chantier lancé par le gouvernement de transition, comme l'amélioration du réseau routier de la capitale à l'abandon depuis des années. La construction des routes a repris pour désenclaver les quartiers et fluidifier la circulation. Ici, une voie secondaire entre l'aéroport et le port d'Owendo, construite non pas en bitume, mais en béton. En termes de durée de vie, le choix que nous avons fait, et sur le béton armé continu, c'est possible, c'est la solution et ça va vite. Sans omettre le fait que ce sont des routes qui sont durables, pas faites aujourd'hui pour être refaites demain. Des routes et des rues refaites ici aussi, dans le quartier Nzengayong, un de ceux qui ont le plus bénéficié pour l'heure des investissements. Avant, pendant la saison des pluies, la zone tout entière était inondée. Des inondations, patauger dans la boue, tout ça, ça a été oublié. Ponts, routes, périphériques, digues ou encore des milliers de logements. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre l'an dernier, le comité de transition multiplie les projets d'infrastructure. Une politique de grands travaux saluée par les usagers. Pour ce collaborateur du gouvernement, l'action économique de l'État va dans le bon sens. La dynamique et le modèle économique du CETRI, c'est celui de la souveraineté économique du Gabon. Comment les Gabonais peuvent prendre en main leur propre économie dans les différents secteurs, que ce soit dans le secteur du transport, que ce soit dans le secteur de l'immobilier, que ce soit dans le secteur de l'énergie, que ce soit dans le secteur de l'agriculture. Les Gabonais doivent se réapproprier leur économie. Et c'est ça la dynamique. Mais pour certains responsables politiques, ces chantiers d'infrastructure sont anecdotiques. Le bilan global reste très insuffisant. Il y a un souci manifeste de construire les routes. Mais ce n'est pas ça leur mission fondamentale. Leur mission, c'est de mettre le Gabon sur le rail
de la démocratie et de l'état de droit. Or, sur ce plan-là, l'échec est total. Le projet de constitution en cours suscite des critiques avant même sa publication. Il sera soumis à référendum, un test crucial pour l'avenir politique et la démocratie au Gabon. Depuis plus d'un an au Soudan, les habitants de la ville d'Omdurman vivent sur un véritable champ de bataille. Situé en face de la capitale Khartoum, Omdurman était la seconde ville la plus peuplée du pays. Il est difficile de quantifier sa population aujourd'hui. Les combats ne cessent de s'intensifier et de nombreux habitants ont fui cette zone proche du conflit. Nous avons été blessés. Tous les membres de ma famille sont décédés. Le bâtiment s'est effondré sur eux. Mon frère était debout dans son magasin à vendre des légumes. Les soldats lui ont ordonné de rentrer à l'intérieur. Ma sœur a essayé de s'échapper vers un endroit plus élevé, mais ils lui ont ordonné de rentrer également. Dès qu'elle est entrée, le bâtiment s'est immédiatement effondré sur elle. J'ai reçu la nouvelle dévastatrice que toute ma famille était morte. Depuis des mois, l'accès à la zone est difficile. Les familles qui n'ont pas pu partir souffrent de la faim, de privation et sont fréquemment confrontées à la mort. La guerre a donné lieu à des tirs d'artillerie lourde dans les zones les plus urbaines du pays. Notre maison s'est effondrée, tuant le mari de ma fille et détruisant tout dans la maison. Ma mère est morte, puis mon mari aussi. Les gens ressentent un profond sentiment d'injustice. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont pris pour cible à leur propre domicile. Les gens vivent ici depuis 60 ans. Les diplomates et les travailleurs humanitaires affirment que le pays est au cœur de la pire crise humanitaire au monde, pressant pour réduire, et que les efforts récents en vue d'un cessez-le-feu ont échoué. Hier encore, il y avait des tirs d'obus et les gens ont pris peur, craignant pour leurs enfants. Ils se rassemblent au même endroit de peur d'être bombardés. Le Soudan a plongé dans le chaos en avril de l'année dernière lorsque les tensions entre l'armée et un groupe paramilitaire notoire, les forces de soutien rapide, se sont transformées en combats ouverts dans la capitale Khartoum avant de s'étendre à l'ensemble du pays. Ils veulent fuir Tokar, coûte que coûte. À l'entrée de la ville au sud, ce pont a cédé sous la force de l'eau. Alors ces hommes ont traversé une partie de la rivière, pourtant agitée, sur des canaux de fortune. Ils rejoignent l'autre rive et ce qu'il reste de la route grâce à des cordes faites de tissus récupérés et grâce à la force de leurs compatriotes. La débrouille pour survivre. Les camions sont bloqués, il n'y a pas moyen de traverser. Les gens montent et descendent à l'aide de cordes. Ils sont affectés, ils ont perdu leurs biens dans des inondations, ils sont fatigués, ils n'ont rien. On espère que le gouvernement va nous apporter plus d'aide pour que les habitants de Tokar puissent se mettre à l'abri. Car on est encore au milieu de la saison des pluies et les inondations devraient empirer selon les prévisions météo. Combien sont-ils coincés à Tokar? Combien sont morts? Comment les survivants vont-ils se nourrir alors que l'eau a noyé leurs champs, emporté leur bétail? Et que les camions sont bloqués sur cette route qui reliait Tokar à la grande ville de Port-Soudan, à 160 km plus au nord. Un kilo de sucre coûtait 2200 livres. Maintenant, il coûte 3000 livres, presque 5 $. C'est à cause de la destruction du pont que les prix ont augmenté. Comme le pont est détruit, nous, on ne peut pas bouger. Ça fait 8 jours. Un peu plus loin, en contrebas de la route, Ahmed Adab reprend des forces. Il a réussi à s'enfuir avec sa mère, sa tante, sa femme et leurs 3 enfants. Mais ses réserves de sorgho et de farine ont été balayées. 2 de ses chèvres et son âne sont morts. Il n'y a pas de nourriture ici. Regardez nos affaires, on n'a pas de nourriture. On a trait la chèvre qui nous reste. On a obtenu 1 litre de lait qu'on a coupé avec 1 litre d'eau. D'autres familles affluent. Certains ont pu sauver plus de biens que d'autres. Des camions et des bulldozers répandent du sable sur la route, par endroits boueux afin d'aider aux évacuations. Chaque année, le Soudan fait face à des inondations pendant la saison des pluies qui dure de mai à octobre. Mais cette fois-ci, les conséquences devraient être bien plus graves que d'habitude, le pays étant en guerre depuis bientôt 1 an et demi. À peine arrivé sur le tarmac de Nouakchott, Pedro Sanchez se transforme en VRP. Le Premier ministre espagnol est venu défendre sa politique migratoire. Depuis le début de l'année, 22 304 candidats à l'immigration illégale sont arrivés aux Canaries.
Du jamais vu. Alors pour cette première étape de sa tournée africaine, Pedro Sanchez s'est entretenu avec le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Nous sommes déterminés à continuer à travailler ensemble pour lutter contre les organisations qui se livrent à des activités criminelles en profitant des circonstances désastreuses et du désespoir de ceux qui ont recours à la migration irrégulière. Un accord de coopération a été signé entre Nouakchott et Madrid. Et déjà lundi, la présidence mauritanienne a annoncé une réunion des députés le 2 septembre pour examiner un durcissement de la législation sur la migration clandestine. Les textes prévoient la création d'un tribunal chargé de réprimer le trafic des migrants. Car la Mauritanie fait partie des zones de départ vers l'Europe. Certains tentent leur chance à bord d'embarcations pour rejoindre les îles espagnoles. Ces derniers mois, les flux migratoires vers l'Espagne se sont accentués, plus 66% depuis le début de l'année. Alors pour contrôler les entrées et les sorties de son territoire, le pouvoir mauritanien négocie. Je compte beaucoup sur l'engagement personnel de son Excellence le président Sanchez pour la facilitation de la migration légale des citoyens mauritaniens vers l'Espagne et l'Europe. La promotion de la migration circulaire en faveur des jeunes Mauritaniens et l'exemption des visas Schengen pour les passeports. Après la Mauritanie, direction la Gambie pour le Premier ministre espagnol. Banjul et Madrid viennent de s'entendre sur un cadre d'entrée régulière des Gambiens sur le sol espagnol en fonction des besoins de main-d'œuvre. Pedro Sanchez termine sa tournée africaine à Dakar. Le Sénégal fait régulièrement face au drame de l'émigration clandestine. Ce lundi, 76 candidats à l'exil ont été interceptés par la marine sénégalaise.